Le principe de la Fabrique des Récits, c'est de créer en fait plusieurs événements dans l'année. Donc, c'est vraiment de favoriser la rencontre, de favoriser la création. Donc il y a des créateurs indépendants, il y a des musiciens, il y a des scénaristes, il y a des cinéastes, il y a aussi des créatifs d'agence, de design. Rencontrer des experts, des acteurs de terrain. On ne peut pas construire une société différente si on n'est pas d'abord capable de l'imaginer. Créons des écoles, écrivons des livres, faisons des actes artistiques qui posent le changement possible. Bienvenue pour cette deuxième rencontre de la Fabrique des Récits avec Christophe. Bienvenue Christophe. Bonjour, bonjour à tous, Merci bonjour à tous, bonjour de Caroline. passer ce moment avec nous. Alors, la première rencontre, on avait reçu Guillaume Canet, on a parlé d'agriculture et d'audiovisuel. Et ce soir, pour la première fois, on parle de musique engagée dans la Fabrique des Récits. Ravie du coup de partager ce moment avec toi. Parce qu'en fait, Trio, on va dire que vous rassemblez un peu tous les messages qu'on cherche à faire passer avec la Fabrique des Récits, donc ça tombe bien. On peut finalement passer des messages à travers de l'art et de la culture, c'est ce que vous faites avec vos chansons. Et puis on peut s'engager aussi pour diminuer l'impact de la culture, et c'est ce que vous faites avec vos tournées notamment. On va avoir l'occasion d'en reparler plus en détail tout à l'heure. Alors, le groupe Trio, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Trio n'est pas un trio. Trio n'est pas un trio, non. Trio est un quatuor sur scène, mais bien plus dans la vie qu'un quatuor au final. C'est ça, vous êtes bien entouré. Et du coup, un groupe qui a fêté ses 25 ans l'année dernière, créé en 1995, premier album 1998, et depuis quand même 3 millions d'albums vendus, donc un succès qui ne se dément pas. Et puis surtout, Trio, en fait, vous êtes un peu des pionniers de la musique engagée, des groupes qui ont pris la parole assez vite sur des sujets sociaux et environnementaux. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi, et c'est ce dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et puis, c'est une autre façon de faire de la musique. Vous êtes un petit peu en dehors du système, un petit peu en dehors de ce qu'on appelle les majors, donc les grandes maisons de disques. Tu nous raconteras aussi cette aventure un peu à part, peut-être avec un petit peu plus de liberté aussi de votre part. Vous soutenez aussi plusieurs associations engagées, Greenpeace, Sea Shepherd, pour ne citer qu'elles. Donc, vraiment un engagement assez global. Et puis, vous faites du miel aujourd'hui. Ça, ce sera la petite touche finale. D'accord, oui, c'est vrai. De notre échange. La première question que j'avais envie de te poser, Christophe, c'est de savoir comment tu vas, comment est-ce que va le groupe dans cette période qui est quand même un peu particulière pour les artistes. Écoute, le groupe en ce moment va bien. En même temps, comme tous les artistes créateurs dans la musique, mais partout, en ce moment, c'est un peu chômage technique pour tout le monde, ce qui est très très dur. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est premier confinement, on a commencé à écrire des chansons avec Gizmo. Et puis là, en ce moment, nous finalisons le nouvel album. C'est-à-dire qu'on a un nouvel album avec enfin des chansons inédites, parce que pour les 25 ans, c'était des reprises. Enfin, nos titres qu'on avait repris. Donc là, on a fini l'album, il est quasiment fini. Et donc, en ce moment, la dynamique, c'est être prêt au moment où tout va pouvoir reprendre, être vraiment prêt, quoi. Donc, on est en train de produire un premier clip, un deuxième clip, parce que comme on a du temps, on se dit, tiens, on va faire des clips. Donc, on est sur les clips. Et puis là, on est dans l'expectative totale par rapport aux prochaines dates. C'est-à-dire, les gens s'en doutent, les gens qui nous écoutent, on ne sait pas trop quelles dates vont être conservées ou pas. On attend les festivals. On devait avoir 35 dates, on sait déjà qu'il y en a près de la moitié qui sont annulées. Donc voilà, nous on est prêts en tout cas, on devait répéter la semaine prochaine. Comme monsieur Emmanuel Macron nous a laissé nos enfants en bas âge, on va décaler la semaine de répète, mais ça va, c'est pas trop... Donc voilà, en ce moment, on se prépare à la suite et on est prêt à aller venir jouer en festival, à chanter de nouvelles chansons. Nous, on est prêts, voilà, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et on arrive, quoi.
Au taquet, quoi. Ouais. Bah oui, au taquet, parce qu'en ce moment, en effet, on peut pas vraiment faire de concerts et tout. Et pourtant, c'est dans cette période qu'on a le plus besoin des artistes. C'est dans cette période qu'on a, voilà, qu'on a envie d'entendre des nouvelles chansons, qu'on a envie de rêver, qu'on a envie de s'évader. Voilà. Et donc, voilà. Donc, nous, on essaye de répondre à cette attente-là le mieux possible. C'est aussi une période où on a pris conscience de beaucoup de choses, finalement. Ça, c'est sûr que, bon, moi, je n'aimais pas trop l'idée du monde d'après, il y a le monde d'avant, le monde d'après, etc. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de pourquoi on en est là aujourd'hui avec le Covid. Voilà. Donc, sans rentrer dans une théorie du complot du tout, hein, ce n'est pas du tout le but, mais on peut quand même se poser des questions sur notre mode de fonctionnement et pourquoi un virus comme ça commence à tous nous handicaper et mondialement en plus. C'est vrai que ça relève plusieurs problématiques du coup. Oui, absolument. Bon, on va commencer par un petit temps pour apprendre à mieux te connaître. Et j'invite tous les participants qui le souhaitent à poser leurs questions dans le chat tout au long de la soirée. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho, Christophe, de ton côté. Je peux baisser le son, par exemple. Un tout petit peu, ça sera peut-être. Je vais baisser le son. Au pire, je mettrai un casque si vraiment c'est galère. Non, mais ça va aller. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Qui es-tu, Christophe Mali? Si je te demande quelques chansons pour te décrire, si je te demande, par exemple, l'hymne de ton enfance, qu'est-ce que tu me réponds? L'hymne de mon enfance. L'hymne de mon enfance tout petit, c'est Chantal Goya, ça sans coup fait rire, parce que vraiment, moi j'étais un grand fan de Chantal Goya. L'hymne de mon enfance, on va mettre Tomber du ciel de Jacques Higelin, parce que voilà, moi j'ai écouté Tomber du ciel de Jacques Higelin, je devais avoir 15 ans, et ça a été une espèce de révélation comme ça, et je suis devenu un grand fan de Jacques Higelin. Donc ça serait peut-être Tomber du ciel ou Tête en l'air de Jacques Higelin, c'est des morceaux que j'écoutais en boucle quand j'étais ado, quoi. Vraiment, ça c'est... Ouais, déjà. Ça serait l'hymne. Et celui que tu écoutes en boucle? Que j'écoute en boucle encore aujourd'hui, l'hymne oui, par exemple. J'écoute en boucle, je sais pas en ce moment, mais ça change tout le temps un hymne en fait, tu vois, donc ça dépend des périodes. En ce moment, tu sais, le chant des partisans, motivé, mais dans la version Zebda, tu vois, dans la nouvelle version Zebda. Ah ouais, voilà. On va dire qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut... c'est ça qu'il faut écouter, tu sais. Ami, entends-tu, le cri noir des corbeaux, voilà, ce serait ça. C'est la révolution intérieure. Ouais. L'hymne que tu aurais voulu écrire? L'hymne que j'aurais voulu écrire, la chanson que j'aurais voulu écrire, il y en a plein. On va taper dans le Souchon, évidemment. Moi, je suis un grand fan de Souchon. On va parler de l'engagement, etc. Mais voilà, il n'a peut-être pas forcément cette image-là, Alain Souchon, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans ses textes. Donc, quand on écoute C'est déjà ça, par exemple, j'aurais adoré écrire un morceau comme ça. Quand on écoute Full Sentimental, mais bien sûr qu'on a envie d'écrire Full Sentimental. Donc voilà, et en même temps, tu sais, moi c'est simple, quand j'écoute un morceau et que j'adore un morceau à la radio, j'ai tout le temps, je me dis, j'aurais adoré l'écrire. Voilà, donc voilà, donc c'est des morceaux engagés, mais c'est tout type de morceaux, tu vois. C'est hyper inspirant de s'inspirer aussi, justement. Parce que moi, quand j'écoute, c'est quoi, moi, quand j'écoute une bonne chanson, ça me donne envie d'écrire une chanson. Quand je regarde un bon film, ça me donne envie d'écrire un film. Quand je lis un bon livre, ça me donne envie d'écrire un livre. Donc, tu vois. Voilà. Créativité contagieuse. C'est ça. Alors, celui que tu aimerais chanter en duo et surtout avec qui tu voudrais chanter un prochain duo? La chanson en duo, je sais pas. Tu sais, je vais faire mon enfant gâté, mais on a une chance avec Trio, c'est qu'en 25 ans, on a rencontré énormément d'artistes. L'album des 25 ans, d'ailleurs, là, qu'on a sorti, c'est que des duos. Donc, ça va de Big Flo et Oli à Véronique Sanson, à TFN, enfin, tous les artistes qui nous ont inspirés dans notre enfance. Renaud, voilà, on les a. Donc, moi, si j'avais un duo à faire, ça serait quoi? Un duo qui n'a pas été fait? Écoute, là, je sais pas, je sèche. Zazie, Je suis un homme. Je suis un homme. Chanson magnifique. Et puis, avec elle, ça serait mortel. On lui a proposé plusieurs fois. Et puis, à chaque fois, c'était pas possible. Mais un jour, on chantera cette chanson avec elle. Ouais. Toujours sur une manière engagée. Ouais, c'est un peu le thème. Donc, je te donne des réponses vers ça. Mais attends, super chanson, hein, Je suis un homme. Elle est sublime, cette chanson. Sublime. Et sublime artiste, Zazie. Absolument. Une chanson, un hymne pour danser bourré, parce qu'on le rappelle évidemment, arrêt alcool. Pour danser bourré. Tu sais, moi j'ai écrit Désolé pour hier soir. Donc oui, c'est ça, forcément. Je peux même plus rentrer dans un bar. Bon, en ce moment, je ne peux pas rentrer dans un bar parce que les bars sont fermés.
mais en ayant écrit un morceau comme celui-là, voilà, je passe pour le gros alcoolique. C'est déjà un hymne à lui tout seul, il n'y a pas besoin d'en faire. Ouais, on va dire que c'est un hymne, ouais, déjà. Mais c'est pas celui que j'écoute, si. Bon, c'est pas celui que j'écoute. Non, s'il y en a, je sais pas, là, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas, c'est un hymne bourré. Moi, je suis pas bourré. Je suis jamais bourré, Caroline. Ouais. La question ne se pose pas, alors. Voilà. Et l'hymne qui serait pour toi le plus engagé? Ça peut être une chanson de trio ou de quelqu'un d'autre, au choix. L'hymne, la chanson qui serait la plus engagée? Oh, je sais pas. Je sais pas, j'irai certainement chercher dans Renaud, j'irai chercher dans la vieille génération, j'irai chercher dans Renaud, ou j'irai chercher dans du Brassens ou des choses comme ça, tu vois. Renaud, moi je sais qu'il y a un morceau qui m'a vachement dans le type des chansons engagées, c'est à l'époque c'était Miss Maggie. Miss Maggie, je trouvais ça complètement fou à l'époque quand Renaud a sorti cette chanson sur Thatcher et que cette chanson est devenue un tube et que cette chanson a été diffusée à la radio vraiment de manière très intense comme ça. Voilà, c'est quelque chose, c'est bien de s'en rappeler parce qu'aujourd'hui c'est absolument impossible quelque chose comme ça. Mais on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait sortir un titre comme ça en espérant passer à la radio, c'est chose absolument impossible. Donc voilà, il faut saluer. Je crois que le dernier gros artiste qui a sorti ce genre d'artiste, ce genre de chanson extrêmement frontale, en même temps un petit peu humoristique, etc., et avec un côté très engagé, je pense que c'est Renaud. Depuis, on n'a pas eu. Belle référence. Alors, les petites questions rapides, plutôt solo ou plutôt trio? On va plutôt trio. Plutôt trio, c'est bien d'être en solo, mais plutôt trio, ouais. Plutôt vélo ou trottinette électrique? Concrètement, trottinette électrique. Moi, j'habite à Paris, hein, donc j'habite à Paris, donc je suis un utilisateur j'ai toutes les applis là des vélos électriques dans Paris. Donc j'utilise énormément, pas de vélo, de trottinette électrique. J'utilise énormément la trottinette électrique dans Paris. Bon, du coup, la question d'après, c'était campagne ou ville? Bah écoute, là, tout le monde va se dire campagne, mais non, ville. Moi, je suis un citadin, quoi. Je suis un citadin, je vis dans la ville. Et voilà, j'adore la campagne, mais la campagne n'aurait pas la même saveur sans habiter dans la ville. J'ai habité à la campagne, je suis revenu à la ville. C'est pour la campagne. Pour chanter des hymnes. Tu chantes des hymnes à la campagne. Bah non, mais c'est ça, puis j'adore la campagne, parce que l'un va sans l'autre, c'est aussi un luxe, j'ai envie de dire, mais moi, je suis plutôt de la ville, hein, je suis désolé. Je suis désolé, mais je suis un citadin. Je suis un citadin, ouais. Ouais, je comprends. Et alors, pour finir, plutôt La main verte, qui est donc une de vos chansons, ou L'électricité verte? Ouais, c'est dur, très très sincèrement. En ce moment, la main verte. Parce que c'est le printemps et que j'ai la chance d'avoir une petite terrasse et que juste avant de vous rejoindre, là, j'étais sur la terrasse en train de planter mes aloe vera avec les pousses, etc. Donc en ce moment, la main verte. La main verte, mais sans y voir quelconque drogue ou quelconque couleur dentelée là-dedans, quoi, du tout. La main verte. Bon, super. Écoute, merci pour ces réponses qui nous permettent de te connaître un peu mieux. On va passer à la première partie du coup de notre échange qui concerne les chansons engagées. Je le disais tout à l'heure, la toute première chanson que vous avez sortie, donc 95, et qui se retrouve ensuite sur l'album, c'est l'hymne de campagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein, évidemment. Tout le monde la connaît. Et ce qui est assez fou, c'est que vous avez sorti en 2019 une version collégiale de cette chanson, donc collégiale avec plusieurs artistes de la génération actuelle, et qu'en fait, cette chanson, on s'est rendu compte qu'elle avait juste pas pris une rime, quoi. Donc non seulement quand vous êtes sorti, quand la chanson est sortie, il y a un petit souci de vidéo, de bande passante. De ma part? Ouais, a priori. C'est bon, vous me voyez? Non, toujours pas. Il y a une vidéo qui a été désactivée. Bon, tu veux que je recharge ma page? Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Alors, tu veux que je recharge ma page ou pas? Tu peux essayer, oui, si tu veux. Allez, on va voir. Parti. Et donc, du coup, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent, voilà, utilisez le chat, posez vos questions. On va parler de chansons engagées avec Christophe et de tourner ensuite dans la seconde partie de notre échange. Donc, vraiment, on prendra le temps à la fin de l'échange pour poser vos questions à Christophe. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qu'il vous pose par la tête. Retrouver la connexion. Super. C'est bon, je suis revenu ou pas? C'est parfait, ouais. Parfait, très bien.
Donc du coup, je disais, donc l'hymne de nos campagnes, première chanson, donc en fait, vous avez donné le ton tout de suite. Vous vous êtes tout de suite inscrit comme un groupe engagé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement la genèse du groupe? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Est-ce que tout de suite, vous avez juste envie de parler des sujets qui vous touchaient, ou est-ce qu'il y avait vraiment une volonté d'utiliser la musique pour passer des messages? Écoute, il y a les deux. Je vais faire court. Pour la jeunesse de Trio, à la base, Trio, c'est une bande d'amis qui se retrouvent dans une MJC de Fresnes. On est des potes. Moi, je fais du piano d'un côté. Manu et Gizmo font de la musique du leur. Et on fait partie de la même bande de copains. Et donc, on est tous très jeunes. On a 18, enfin moi j'ai 16, 17. J'étais mineur. Et puis voilà, et très vite, donc on fait de la musique ensemble, on décide comme ça. Et en fait, ça vient de nos influences. C'est-à-dire que moi, j'étais très fan de Jacques Higelin, j'étais très fan de Renaud, d'Hubert Félix Thiéphane, de Léo Ferré, de cette chanson française, parce qu'on est dans une tradition de chanson française un peu engagée. Nous, on est les héritiers de ça, en fait. Et donc, on est très inspiré par tous ces artistes. Et je cite Renaud vraiment, tu vois, Renaud en fil, quoi, en premier de la file. Et nous, on suit, on se sent, on est inspiré par ça. Donc, Gizmo, la première fois que je le rencontre, il joue déjà l'hymne de nos campagnes. Il a chanté La misère d'en face. C'est-à-dire qu'il a vraiment. Il a digéré tout ce côté à la Renaud, c'est-à-dire ce côté de chanson extrêmement engagée, avec une manière très très frontale de parler des choses aussi, et il a mélangé ça avec le reggae, voilà, et donc c'est comme ça qu'en fait le style un peu reggae acoustique à la Trio est né. Moi j'ai rien inventé puisque c'est Gizmo, moi la première fois que je l'ai vu il était comme ça. Et ensuite on a commencé à mêler nos chansons et on s'est rendu compte que nos influences correspondaient. C'est-à-dire que moi aussi j'étais un fan de Renaud, c'est-à-dire que moi aussi dans mes chansons, mais sans se poser la question à l'époque, parce que tu as 17 ans, tu as 18 ans, que tu as envie de refaire le monde, que tu es proche de plein d'associations, et que tu as des artistes aussi qui te poussent à ça. Donc toi, tu as envie de faire la même chose. Donc c'est comme ça que Trio est né. Donc il y avait à la fois l'envie de faire la fête, parce que c'était une vraie manière pour nous, c'était une récréation totale, quoi. C'était la récréation totale. Bon, moi, je faisais mes morceaux au piano de mon côté, lui jouait dans son groupe, et puis Trio, on s'éclatait comme ça, sans s'amuser. Donc il y avait ce côté extrêmement festif, extrêmement léger. Et puis en même temps, dans nos influences, il y avait le côté plus engagé, fils de Renaud, fils de Brassens, fils de Léo Ferré. Et donc très très vite, il y a eu ce côté groupe engagé. Les gens découvraient Trio et ils voyaient qu'on pouvait chanter La misère d'en face, qu'on pouvait chanter l'antimilitariste avec Les soldats de plomb, qu'on pouvait chanter le féministe avec Un homme qui aime les femmes. Et puis en même temps, tout ça en s'amusant. Donc c'est ça, je pense, qui nous a plu déjà, nous, dans le groupe, dans la formation, et c'est ce qui a plu aux gens. Voilà, donc très vite, on a été très catalogué, en effet, groupe engagé, parce que... Alors, ce qui m'a toujours étonné, c'est que il y a très peu de groupes qui sont, à l'heure actuelle, même depuis 15 ans, hein, qui, dans leur discours ou dans leurs chansons, abordent aussi régulièrement que nous des thèmes sociétals ou des thèmes engagés, alors que la chanson française, la chanson française, elle a cette tradition complètement. C'est-à-dire que quand tu vois Renaud, je les recite, hein, quand tu vois Renaud, quand tu vois Brassens, quand tu vois des stars à leur époque, dans toutes leurs chansons, c'était des chansons vraiment pour faire passer des messages. Et puis ça s'est perdu avec le temps. Alors ça s'est perdu, non pas parce que les artistes n'ont plus de... n'ont plus de valeur, ou non plus, mais parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire passer des messages ou de rentrer dans un côté politique, même si c'est un côté politique au sens noble ou au sens général du terme, juste participer à la vie de la cité, et c'est de plus en plus difficile de le faire médiatiquement. Voilà. Alors, les concerts, on fait ce qu'on veut, ça c'est génial, on écrit les chansons qu'on veut, mais dès qu'on veut les diffuser, ça devient un petit peu plus problématique. Parce qu'il y a une espèce de loi du marché qui fait que tu dois rentrer dans des quotas radio avec un certain type de chansons, etc. Oh là, alors pour parler, en 25 ans, les choses ont vachement évolué. À l'heure d'aujourd'hui, il est clair que tu as un message politique, tu ne passes pas sur les radios. Clairement. Je veux dire, il ne s'agit même pas d'écrire Miss Maggie de Renaud, comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que le curseur, on pourrait le mettre, des chansons non frontales qui quand même, ont un fond. Je parlais d'Alain Souchon à ce genre de chanson-là. Quand on pense à Et si en plus il n'y a personne, tu vois, cette chanson où il parle de la religion, c'est une chanson qui est extrêmement... On a beaucoup ressorti après les attentats, finalement. Exactement, qui est ressorti, et ça c'est une chanson qui est énormément passée en radio. Pourquoi? Parce que c'est Alain Souchon, parce que c'est une chanson qui n'est pas très très frontale, dans le sens une chanson où il y a énormément de métaphores, il y a énormément de
c'est très très poétique. Aujourd'hui, toutes les chansons qui sont engagées un peu plus premier degré, etc., ça passe pas. Mais ça passe pas, mais clairement, quoi. On te le dit. Et d'ailleurs, on fait du mainstream. Et même Trio, j'en dire même Trio. L'hymne de campagne, c'est extrêmement engagé, c'est très poétique, ça passe. Pour moi, c'est engagé l'hymne de campagne. C'est un hymne écolo. Oui, Tu bien vois sûr. C'était un hymne écolo. Voilà, mais Trio est quand même plus connu pour. Enfin, plus connu, autant connu, mais genre, Trio, c'est Désolé pour hier soir, c'est Toi et moi, c'est Ceux que l'on s'aime, c'est du mainstream. C'est du mainstream, faut pas s'étonner, quoi. On n'est pas sur de la chanson ultra engagée. Là, en ce moment, on sort un album, on a un morceau qu'on a envie de mettre en avant, génial, qui est un morceau assez politique. On en prépare un mainstream juste derrière, parce qu'on sait très bien que le morceau politique, il y a quelques radios qui vont jouer le jeu, mais que la plupart, elles vont pas y aller, bien sûr. En fait, vous vous sentez un peu obligé de jouer sur les 2 tableaux en même temps? On est obligé. Si tu veux faire passer un message, si à un moment donné tu veux que Trio soit, et je parle même, comment dire, je parle même pas dans la volonté d'avoir du succès, etc. C'est que tu écris une chanson, toi tu as envie que cette chanson, elle plaise à ton public, tu as envie qu'elle trouve écho, etc. Si tu veux qu'elle trouve écho en termes, alors je parle vraiment en termes médiatiques pour le coup, il y a un moment donné, il faut essayer d'être un peu plus malin que la machine, quoi, que le système. Voilà, alors c'est ce que c'est fait avec voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, là, quand on sort un album, on se dit, voilà, on a un morceau voilà, qui nous tient vraiment à cœur, on n'est pas sûr que ça puisse passer. On essaye de le faire passer, nos équipes essayent, on y va, etc. Mais on sait très bien que derrière, et en tant qu'artiste, c'est aussi ce qui nous correspond. C'est-à-dire qu'on est, à la fois, on est un groupe engagé, mais en fait, on chante sur ce qui nous touche. Donc voilà, une histoire d'amour, on a plein d'histoires d'amour et des chansons d'amour dans Trio. On a des chansons extrêmement légères dans Trio. Je reviens sur le côté les fils de Renaud, quoi. Renaud, il pouvait chanter En Cloque ou Morgane de Toi, qui parlait de sa famille, où on rentrait dans son intimité. Et puis en même temps, il écrivait Fatigué, il écrivait Miss Maggie, ou toutes les chansons extrêmement engagées, rudes qu'on connaît de Renaud. Bah, nous, c'est la même chose, ça fait partie de notre univers. Mais on sait très très bien, on sait que à partir du moment où tu prends la parole pour le plus grand nombre, donc là je parle de radio, je parle de télé, je parle de médias, il faut absolument adapter ton message. Et que si tu dis non, moi c'est ça ou rien, eh ben ça sera rien. On sait. Nous, on a 25 ans d'expérience, on sait, ce sera rien. Donc à un moment donné, bah, nous on a de la chance parce qu'on écrit. On écrit sur plein de choses, les thématiques sont très très larges, donc à chaque fois il n'y a qu'à piocher dedans. Piocher dans le répertoire, c'est ça, en fonction. C'est ça. Mais alors c'est pour ça que moi je salue toujours comment dire, le talent d'artistes comme. Je parlais de Zazie, je reviens sur Zazie. Je suis un homme, très bon exemple, super chanson, avec une vraie valeur, un vrai message, qui est passé en boucle à la radio et qui défend un truc qui pour moi est extrêmement fort, tu vois. Donc je salue ça. Je salue des artistes comme Alain Souchon, mais dans la nouvelle génération, il y en a. Mais en même temps, quand tu écoutes, par exemple, je sais pas, pour parler de Big Flo et Oli, qui plaît énormément à la nouvelle génération, voilà, ils ont des choses extrêmement engagées dans leur album. Ce qui passe en radio, c'est pas forcément ces morceaux-là. Mais en même temps, le fait qu'ils passent en radio permet à toute cette jeunesse qui a entre 11 et 16 ans et 17 ans, d'avoir accès finalement au message que eux peuvent délivrer dans leur album ou sur scène. Et ça, c'est vachement bien. C'est ça le plus important. Puis l'avantage aussi aujourd'hui d'Internet, tout ça, c'est qu'il y a une liberté peut-être un petit peu plus grande, justement pour exposer ses propres chansons via d'autres canaux que les radios. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et vous, donc justement, vous êtes vos propres producteurs, donc c'est une liberté encore plus grande. Vous n'êtes pas lié à une maison de disques. On sait aussi que les maisons de disques, forcément, elles sont là pour vendre, pour faire du marketing. Donc ça va parfois aiguiller un petit peu le côté artistique. Est-ce que tu penses que justement la carrière de Trio, les choix que vous faites, auraient pu avoir lieu si vous étiez en maison de disque, ou est-ce que c'est une vraie chance d'être vos propres producteurs? Alors, déjà, je vais rétablir un petit peu. C'est-à-dire que nous, Trio, on a la chance depuis le début d'être producteurs de notre musique. C'est-à-dire, on est producteurs des disques, pour expliquer aux gens. On est producteurs des musiques. On est producteurs de nos concerts. Donc, c'est nous, on travaille avec un tourneur, mais on a notre boîte de tour. Donc, c'est nous qui gérons ça. En partenariat à chaque fois avec d'autres gens, c'est sûr. Mais on a quand même une boîte de tour. On est notre propre éditeur. Donc, on est vraiment indépendant. Et on a été en maison de disques pendant quasiment 20 ans, mais uniquement pour la distribution. C'est-à-dire que la distribution, ceux qui mettent les disques en magasin, c'était Sony Music. Et pour la promo, c'est-à-dire que c'était Sony qui s'occupait de la promo. On a fait ça pendant 20 ans. Alors, pendant 20 ans, il est sûr que nous, c'était une condition sine qua non. Il y a 20 ans, quand les maisons 10 nous ont tourné autour pour signer Trio, nous voulions rester producteurs. Pourquoi ? Parce que nous voulions être
propriétaires de nos bandes et avoir la liberté totale et absolue sur ce qu'on livrait au public, aussi bien sur la pochette que sur le contenu. Et pourquoi? Alors, je pousse la question pourquoi? Parce que nous, on vient, il y a 25 ans, on se disait, oh là là, les méchantes majors qui vont nous manger notre musique, nous faire faire n'importe quoi, nous faire faire un tube de l'été, après on va disparaître. Comme l'était à l'époque, pour ceux qui sont de la même génération que moi, Billy the Kick, qui ont chanté Mangez-moi, Réglisse, qui chantait Mets de l'huile. Tout ça, c'est les artistes qui ont fait un single et qui ont disparu. Donc nous, on était producteurs. Et donc producteurs, voilà, donc totalement indépendants. Et c'est vrai que depuis le dernier album, donc maintenant depuis 3 ans, c'est même plus Sony et la Major qui distribuent les albums de Trio, puisque c'est nous qui gérons nous-mêmes. Voilà, on gère tous les maillons de la chaîne, donc on parle directement au magasin, on parle directement à des distributeurs, et voilà, donc c'est nous qui avons notre propre promo commercial, c'est nous qui gérons tout de A à Z. Voilà, donc en effet, ça nous donne donc, cette liberté, pour répondre plus précisément à ta question. La liberté artistique, on l'a toujours eue. Ce qui ne nous empêche pas d'être très ouverts aux avis. C'est-à-dire que la maison 10, c'est pas le méchant loup, tu vois, qui va comment dire, mettre fin à ta musique ou t'enlever, te priver de ta liberté, etc. Les choses sont plus, c'est plus comme ça à l'heure actuelle. Et nous, on recevait quand même, la maison 10 nous a quand même donné énormément de conseils à l'époque, même artistiquement, il faut le dire. Maintenant, l'envie, c'est d'enlever les intermédiaires, d'être totalement indépendant, de se dire que si Sony, si une major te prend autant de pourcentage pour s'occuper uniquement de la distribution, et ben, au final, voyons si nous, on ne peut pas gérer la distribution en direct. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Il se trouve que ça fonctionne très très bien, même si c'est une grosse charge de travail en plus. Et puis sur la promo, c'est pareil, parce que la promo, c'est le nerf de la guerre, mais il faut savoir que, vu ce qui se passe dans les maisons 10, il y a de plus en plus de personnes, les personnalités influentes, extrêmement talentueuses, ne sont plus en maison 10 et travaillent aujourd'hui en indépendant. Donc nous, ça nous permet en fait de recréer un peu, pas l'univers, mais de recréer la structure d'une maison de disques, mais avec les meilleurs et avec les indépendants. Et aujourd'hui, il n'a jamais été... Enfin, c'est très facile de faire sa propre musique. S'il y a des gens les gens qui nous écoutent le savent, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire ton propre album quand même chez toi de manière beaucoup plus facile. Nous, il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Et on peut avoir un accès direct au public. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers... enlever les différents intermédiaires, quoi. Alors après, je veux quand même préciser que c'est important. Sur nous, c'est notre choix, mais c'est très important aussi qu'il y ait des maisons 10, parce que les maisons 10, elles permettent aussi, d'investir sur des jeunes artistes et de faire du développement. Et il reste aujourd'hui des labels qui font ce travail-là extrêmement bien. Et en même temps, d'être indépendant comme nous, ça nous permet de créer notre label, et puis à travers ce label, de produire aussi peut-être d'autres artistes et de leur faire profiter de notre expérience, de notre expertise dans ce domaine-là. Oui, c'est une autre démarche. Il y a encore besoin des maisons de disques et évidemment, elles aident effectivement, comme tu le disais, au niveau des jeunes artistes. Pour finir cette partie sur les chansons et les messages, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez déjà en vue pour les prochaines chansons? Enfin, tu vas peut-être pas nous spoiler le nouvel album à venir, mais ou plus largement, comment est-ce que vous choisissez les sujets? Est-ce que vous allumez BFM et vous prenez les nouvelles les plus pertinentes et vous dites ça fera une super chanson? On tape sur Internet les 20 causes qui plaisent, les 20 causes préférées des Français, et puis on fait des chansons. Non, pas du tout. C'est une question extrêmement vaste. On parle de sujets, mais il y a des sujets qui nous touchent. Il y a plusieurs chansons. Il y a des chansons qui vont être écrites très très rapidement. Il y a des chansons qui sont vraiment de l'ordre de l'instinctif. C'est-à-dire, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation. Ça peut être tout. Ça peut être un livre, ça peut être une phrase, quelque chose qui te touche. Et tout d'un coup, tu vas en faire une chanson. C'est-à-dire que la chanson, ça va être une photographie de toi, de manière personnelle, toi qui as la guitare à ce moment-là. Voilà, ça va être une photographie. Donc là, tu ne te poses aucune question, le sujet n'a aucune importance. Finalement, c'est plus une émotion. Et là, naissent, pour ma part, des morceaux comme des morceaux. Moi, j'ai fait pas mal de morceaux qui sont des hommages à des personnes. Voilà, ça, c'est des chansons qui naissent en général assez rapidement parce que voilà, c'est quelque chose qui te touche et puis tu as besoin finalement c'est une espèce de catharsis en fait, tu vois, tu as besoin de ça et ça devient une chanson. Donc, ça. Après, il y a aussi des chansons, des thèmes. Alors là, tu as des fois des thèmes qui te touchent énormément parce que c'est quelque chose qui te touche, soit par ta vie personnelle, soit par les choses que tu as vues, par les recherches que tu as pu faire, par les lectures que tu as pu faire sur Internet ou dans la littérature. Et là, il y a des sujets tout d'un coup qui te plaisent, tu fais « Ah putain, j'ai hyper envie d'écrire une chanson là-dessus », mais tu n'as pas l'axe.
L'axe, c'est vachement important parce que bon, je dis souvent, des chansons sur l'écologie, on peut en écrire plein. Ce qui est important, c'est l'axe finalement que tu vas prendre. Donc là, des fois, la recherche de l'axe est un petit peu plus difficile. Je vais donner un exemple pour ceux qui connaissent Trio. Moi, j'avais un sujet, par exemple, l'homophobie dans le milieu du reggae. Voilà, ça c'est quelque chose ça faisait des années que j'avais envie d'écrire. Donc, je griffonnais des trucs, le thème me plaisait, mais en même temps, je dis, oulala, t'as pas le droit de te louper là-dessus. Il fallait trouver un axe. Un jour, j'ai lu un article sur Brian Williamson, un activiste gay jamaïcain, voilà, qui s'est fait tuer à cause de ce qu'il défendait et qui est devenu une sorte de figure LGBT à l'époque. Donc, je me suis dit, voilà, cette histoire de Brian Williamson, elle peut tout à fait illustrer, tu vois, ce thème dont j'ai envie de parler, où je galère, tu vois, pour en parler. Voilà, donc du coup, tu vois, des fois, c'est comme du Tetris, tu vois, tu remets les choses, et puis tu as des chansons. Là, par exemple, sur le prochain album, sans tout dévoiler, mais je sais que moi, il y a le thème des animaux, du bien-être animal. Bon, ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec Trio. Et moi, c'est par rapport au cirque, parce qu'aujourd'hui, on va aller dans une nouvelle génération où les enfants iront au cirque, il n'y aura plus d'animaux dans les cirques, en tout cas en France. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de... Alors que nous, on a vécu... Voilà, on a vécu, voilà, même dans les livres d'images pour les enfants aujourd'hui, voilà, c'est le cirque avec le lion, avec l'éléphant et tout. Ça, c'est en train de changer. Et c'est en train de changer... alors, pas assez rapidement, comme beaucoup de choses. Bon, ça, c'est un thème qui me plaît énormément. Pareil, voilà. Alors, il faut trouver un axe. Il faut trouver un axe intéressant. Donc, du coup, moi, je me suis approché de l'association. Il y a une association qui s'appelle One Voice, qui parle de ça. Donc, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai été lire sur... Tu vois, et puis du coup, hop, j'ai trouvé mon axe. Et hop, tout d'un coup, voilà. Et puis, la chanson est née. Donc, le thème de la chanson, ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Et l'axe, il est arrivé là. Il est arrivé il y a... Et hop, tout d'un coup, l'axe, après, tu tires sur la pelote. Et hop, tu tires le fil, et hop, ça va tout seul. Donc voilà, c'est pour expliquer que les cheminements sont très... Voilà. Et puis après, c'est des choses qui touchent, voilà, des histoires d'amour, c'est souvent ça, hein, des histoires d'amour, ou des profondes tristesses, des profondes déceptions, des tristesses qui t'amènent, voilà, par rapport à des histoires et tout, qui t'amènent à écrire des chansons. Voilà. Donc, si on doit résumer, une bonne chanson engagée, une chanson qui fait passer un message, c'est avant tout une chanson qui vient de l'émotion, du fait que l'auteur a été touché par le sujet. Ouais. Et puis une mélodie qui peut être en totale opposition finalement avec le message un peu grave aussi, c'est ce que vous faites aussi beaucoup avec Trio. Ouais, le propos grave est traité de sujets importants, j'ai envie de dire, sur des mélodies extrêmement légères, etc. Ouais, ça nous ressemble assez. Après, une chanson, une bonne chanson engagée, voilà, ça dépend du style, parce que je te dis, Renaud le fait avec un côté extrêmement frontal, très rentre-dedans, tu vois, genre, avec les points et tout, et ça fonctionne hyper bien. Et puis Alain Souchon le fait avec énormément de poésie, avec énormément de second degré, etc. Ça fonctionne hyper bien. Mickey 3D a signé des super morceaux. Quand je pense à La France a peur, quand je pense au morceau Respire, où il arrive vraiment, tu vois, à faire une chanson hyper mainstream, encore une fois. Tu vois, quelque chose comme ça qui passe en radio, qui paraît complètement anodin, et en même temps qui traite d'un sujet qui est extrêmement lourd, extrêmement pesant, qui nous concerne tous. Je suis un homme, voilà, des chansons... Voilà, des chansons extrêmement engagées et qui arrivent à mêler comme ça poésie. Et puis où la mélodie, alors festive ou pas, mais où la mélodie, comment dire, donne tout d'un coup au texte une nouvelle saveur. Alors on lisait le texte simplement, dire waouh, putain, ça y va, ça y va. Et pourtant, dans la mélodie, fait qu'il y a une espèce de recul, une espèce de distance entre le propos qui est en train d'être dit et finalement cette douceur ou cette nostalgie qu'il peut avoir, parce que Souchon utilise beaucoup la nostalgie dans ses mélodies. Voilà, c'est ce mélange-là. Ben voilà, pour tous les créateurs qui nous regardent, vous avez tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à créer. On va parler maintenant, Christophe, de l'aspect de votre engagement un peu plus concret, puisque votre engagement il va bien au-delà des chansons, j'en parlais un petit peu au début. Par exemple, vos CD, ce sont des pochettes cartonnées, il n'y a pas de plastique. Votre merchandising, donc tous les petits objets que vous allez vendre sur vos concerts, ça va être des t-shirts, par exemple, en coton bio, et puis surtout, les tournées. Vous avez été les premiers à faire le bilan carbone de votre tournée avec l'ADEME. On salue ADEME, donc l'agence de la transition écologique, qui est partenaire fondateur de la Fédération des récits. Pourquoi, d'abord, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce bilan? Écoute, c'est une très bonne question.
Pourquoi? Alors déjà, parce qu'il faut savoir que nous, dès le début, on s'est rencontrés avec Gizmo, on était déjà dans cette fibre écolo. Nous, c'est quelque chose depuis toujours. Alors, on nous prenait pour les gros babacools il y a 25 ans. Voilà. Mais nous, nos convictions, elles n'ont jamais changé et c'est dû à notre éducation, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des parents qui nous ont vachement éduqués dans cet esprit-là. Voilà, donc c'est là d'où ça vient. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où tu fais une tournée, etc., forcément, tu commences à te poser la question sur ton impact écologique. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu évident. Après, on a décidé de faire le bilan carbone. Écoute, pour pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la réalité, je crois qu'à l'époque, Radiohead avait fait le bilan carbone de sa tournée. Et quand ils étaient venus à Paris, ça nous avait fait rire parce qu'ils ne voulaient pas laisser rentrer, je crois, les journalistes qui ne venaient pas en vélo, un truc comme ça. Je sais pas, il y avait une histoire comme ça quand ils avaient fait leur concert à Paris, Radiohead. Et nous, on avait trouvé ça hyper fort parce qu'on s'est dit, attends, c'est génial, un groupe international comme ça qui on était fans de Radiohead aussi bien artistiquement que par rapport à tout ce qu'ils pouvaient défendre. Et je crois que c'est parce que Radiohead avait fait son bilan carbone qu'on s'est dit, bah tiens, nous, on va le faire, on va le faire en France. Personne ne l'a fait, nous, on va le faire. Ça, on a les moyens de le faire, on a le temps, on a l'envie. Donc voilà, c'est pour ça, à la base, c'est pour ça qu'on a lancé le bilan carbone de la tournée. D'accord. Là, justement, on va regarder quelques chiffres, effectivement. Ouais, c'était il y a un petit moment déjà quand même. Ce bilan, ouais, c'était 2008-2009, donc effectivement, ça date. Voilà, c'est la première comparaison, effectivement, par rapport à d'autres groupes. On voit que vous êtes bien en dessous, déjà, de base. Ouais, non mais attends, on est en dessous parce que, d'accord, on est en dessous parce que nos concerts sont plus petits que ceux de Radiohead aussi, tu vois, c'est pour ça. Radiohead, c'est des stades partout dans le monde, donc forcément, ça dégage plus. Ouais. Mais ce qu'on voit déjà, et on va revenir sur les chiffres après, c'est que en fait, il y a deux impacts. Il y a celui du groupe et il y a celui du public qui vient assister au concert. Voilà. Alors d'ailleurs, bon, aujourd'hui, quand tu regardes ces chiffres-là, c'est marrant de voir ça des années après, mais quand tu vois ça, bon, maintenant, c'est pas étonnant. Mais en effet, on se rend compte, et ça nous a quand même étonné, voilà, on se rend compte à quel point finalement l'impact est le plus gros, c'est surtout par rapport au public. Et ça, c'est extrêmement difficile. En fait, c'est ça, on le voit, je vais sur les dernières slides, on le voit bien ici pour montrer aux personnes qui nous regardent, sur 80% des émissions de concert sont émises en fait par le public. Et si vous avez 70% des spectateurs qui viennent avec un véhicule motorisé, voiture ou moto, et 99,5% des émissions, quand 30% des spectateurs qui viendraient en transport ou vélo, c'est 0,5% des émissions. Donc les chiffres sont vraiment assez éloquents. Et puis ensuite, juste pour finir sur les slides, ça c'est ce qui concerne vraiment l'organisation de la tournée du groupe. Donc on voit un gros poste de transport pour l'équipe et pour le matériel. Et puis ensuite, la question sur effectivement l'alimentation, tous les décès qui vont avec, l'affichage avec l'impression d'affiches, et puis tous les autres équipements. J'ai retenu notamment le chiffre de 1700 piles utilisées pour cette tournée. Ouais. Donc ça fait partie des petites choses. Et, ça fait partie, maintenant, ces piles rechargeables sur toute la tournée, c'est sûr. Si tu reviens au petit tableau juste d'avant, où il y avait le camembert, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des points sur lesquels on peut vraiment jouer totalement, vraiment extrêmement directement, notamment l'alimentation, parce que c'est quand même une part élevée. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu as une vraie emprise là-dessus en tant que groupe, quand tu joues, etc., sur tes demandes, etc., sur l'alimentation, sur l'affichage, c'est pareil. Sur l'équipement, c'est pareil. Tu vas parler des piles rechargeables, enfin des piles, mais c'est vrai que... alors, les gens nous prenaient pour des fous. Après, je vais vous raconter un petit peu, après ce bilan, ce que nous, on a pu faire. Oui, justement. Non, ce qui est intéressant, ce que je peux apporter comme expertise par rapport à ça, c'est à quel point, en fait, ce qui était marginal il y a 15 ans ou il y a 10 ans, aujourd'hui peut devenir la norme. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Parce qu'on a l'impression qu'on est complètement en dehors du système en faisant certaines choses, et on se rend compte que finalement, 10 ans après, c'est des choses qui, il y a 10 ans, paraissaient complètement folles, et qui aujourd'hui sont actés. Nous, après le bilan de la tournée, on s'est rendu compte qu'on allait faire des gobelets jetables. Je donne cet exemple-là, j'en parle souvent parce que c'est assez frappant. On faisait les zéniths. À l'époque, ceux qui connaissent, dans les zéniths, quand tu quittais un concert, tu avais des gobelets partout. C'est le zénith couvert de gobelets. En plastique, les gens s'en foutaient parce qu'il n'y avait pas de... Nous, on a été les premiers à arriver en se disant, bon, alors maintenant, on va faire le gobelet recyclé à l'effigie du groupe. Les gens vont payer 1 € de plus. Et du coup, avec ces 1 €, ça sera consigné comme c'est actuellement. Mais à l'époque, personne ne...
comme c'est actuellement. Mais nous, comme c'était le début, etc., donc on avait une personne avec nous qui partait dans la tournée, qui avait son propre camion. Alors on était obligé parce qu'il avait ses lave-vaisselle. Et dans les lave-vaisselle, donc c'était un emploi en plus sur la tournée. Ça nous a rapporté, ce qui a permis de financer l'emploi, c'est toutes les personnes qui ne ramenaient pas le gobelet parce qu'il était à l'effigie de Trio, donc ils le gardaient, donc ça faisait de l'argent. En même temps, eux, ils le réutilisaient chez eux. Et nous, en même temps, ça nous permettait d'embaucher quelqu'un et puis de montrer dans les salles où on allait que c'était viable, que c'était possible. Ça paraît être complètement marginal quand on est arrivé avec ce système-là. Aujourd'hui, c'est la norme. On se rend compte que maintenant, tout le monde le fait dans les salles de concert, que ça paraît être une évidence, etc. Donc, il y a plein de petites mesures comme ça qui paraissent. Les piles rechargeables, c'en est une. Tu peux vraiment jouer sur. Et en plus, les piles rechargeables, même en termes, comment dire, même pour une économie de tournée, déjà, ça vaut le coup d'avoir ces piles rechargeables. Par contre, c'est du taf en plus parce que il faut recharger tes piles, donc tu as des trucs pour recharger tes piles. Après, oui, on va me dire, oui, ça fait quand même, tu dépenses quand même de l'énergie, c'est quand même du CO2 parce que parce que c'est de l'énergie quand même. Il y a un moment donné, la tournée totalement verte, ça n'existe pas. Oui, Je ne sais plus quel groupe, il n'y a pas longtemps, a dit, c'est un groupe international qui a dit, nous, vu l'impact sur l'écologie, nous tourner, on va s'arrêter de tourner. Je crois que c'est Coldplay. Coldplay, c'est ce que j'allais dire. Ouais, alors nous, on a regardé, on s'est dit non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir des actions, mais si tu commences à penser à une tournée avec 0 émission de CO2, c'est pas possible, de toute façon. Tu prends ta guitare acoustique dans ton jardin, quoi. Là... Ouais, c'est ça. Non, mais ou alors tu fais des concerts en streaming. Mais même le problème, le streaming va commencer à poser problème. Donc nous, c'est des sortes d'actions comme ça qu'on a essayé de mener. Et alors, par rapport à l'impact du public, parlons-en. C'est pareil. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire sur la prochaine tournée par rapport justement au public et pour faire bouger les choses. Donc, à l'époque, c'était le début, tu sais, des plateformes pour acheter ses concerts. Voilà. Et donc, on a appelé ces plateformes en leur disant, est-ce que vous ne pouvez pas, sur votre plateforme, proposer aussi le principe du covoiturage, ce qui permettra... Alors, nous, on l'a fait, on a été un des premiers à le faire sur une tournée de Trio. Donc, nous, en gros, quand tu pouvais prouver que tu arrivais en covoiturage avec des personnes, tu pouvais avoir des places gratuites pour le concert, ou alors tu avais même un endroit pour se rencontrer après. Et nous, à la fin du concert, on se rendait, nous, pour aller à la rencontre de ces personnes. En fait, on cherchait des trucs d'accroche, tu vois, pour parler de ces trucs-là. Bon, et tu sais quoi, à l'époque, ça ne marchait pas du tout. Mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes qui arrivaient. Ça ne marchait pas parce que les gens n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, 10 ans après, 10 ans après, les choses, elles évoluent. C'est quelque chose qui est un peu plus évident, tu vois. Et en plus, au niveau de l'urbanisme, il faut savoir que la plupart des grosses salles, type Zénith, etc., maintenant sont en banlieue. Souvent sont en banlieue dans les zones industrielles et on peut s'y rendre en transport en commun. Donc, ça change quand même la donne aussi sur l'impact d'une tournée, quoi, puisque ça joue sur l'impact de transport de public. Donc, les choses sont en train de changer. Mais voilà, moi, je vais me raconter ça parce que ça prouve comme des choses qui paraissent complètement hallucinantes d'il y a 10 ans. Hein, c'était hier. Alors aujourd'hui, un festival où tu n'as pas les gobelets recyclés, aujourd'hui, ça ne serait même pas viable. Les gens se diraient, pourquoi qu'est-ce que je fais de mon gobelet, quoi. Donc, comment faire de la marge la norme? Donc, toi, tu vois, justement, c'était une de mes questions, tu vois cette évolution. Ouais. Est-ce que tu la sens partout au niveau des salles, des tourneurs, des spectateurs aussi? Ah bah oui, il y en a plein. Alors là où ça joue encore, le label FSC, tu vois, pour tout ce qui est papier, donc c'est pour tout ce qui est le papier recyclable, etc., qui vient de forêts, qui sont gérés durablement, etc. Ça c'est pareil, on était un des premiers à le faire. Il y a d'autres groupes qui l'ont fait. Après, tu as des labels indépendants qui se sont lancés dessus. Après, les maisons disques, on les poussait, on disait mais ça coûte pas plus cher, pourquoi vous le faites pas? Bon aujourd'hui, c'est quasiment la norme, tu vois. Donc oui, il y a des choses qui évoluent par rapport à l'impact écologique des tournées. Quand tu vois tout le travail que font un groupe comme Chaka Ponk, par exemple, pour ceux qui connaissent donc ce groupe, qui en même temps est une tuerie sur scène, mais qui en même temps, ont un vrai engagement par rapport à l'écologie, etc. Quand tu vois toutes les Ils ont lancé le collectif The Freaks dont vous faites exactement, dont nous on fait partie. Bon tu vois que les choses elles évoluent, que ces groupes-là, et aujourd'hui en plus ces groupes-là, ils ont un écho par rapport aux médias. On en parle quand il passe chez Ruquier, je l'avais vu, ou quand il en parle de ses actions. Donc voilà, c'est une manière de faire. Je pense, oui, les choses elles ont bougé, évidemment qu'elles ont bougé. Et vous êtes senti justement un peu investi de cette mission de devoir partager ces informations, d'essayer de convaincre d'autres artistes? Des missions, le terme mission me fait toujours un peu peur, quoi, parce que
on est avant tout des artistes, quoi. Genre, on n'est pas. Mais après, si nous, tu vois, à notre échelle, on peut faire changer des choses. Là, notre nouveau truc, notre nouvel engagement, c'est sur les concerts inclusifs. Oui, alors. C'est-à-dire que. Ouais, bah ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'est rapproché. Bon, c'est venu par une amie à nous qui s'appelle Sonia, qui a fait un festival, qui était un festival pour toutes les personnes qui sont dans le handicap, et qui a prouvé qu'aujourd'hui, des autistes, des aveugles et des sourds et muets pouvaient avoir accès aux concerts. On s'est rendu compte que, par exemple, les concerts signés, ça paraît complètement fou, ce que je vais raconter ça, mais aujourd'hui, de signer un concert pour les malentendants, pour les sourds et malentendants. Signer un concert, il faut savoir qu'il y a énormément de festivals, notamment en Belgique, qui le font. C'est-à-dire que quand on voit un concert, sur le côté de la scène, il y a une personne qui signe les paroles des chansons. Donc elle les signe et c'est retransmis donc, en caméra et c'est retransmis sur l'écran géant. Il faut savoir que ça, c'est une norme dans beaucoup de festivals aujourd'hui en Belgique, et même beaucoup de festivals en Belgique sont signés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup aussi de programmes de variété aujourd'hui où les chansons sont signées aussi. Aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est pas la norme, mais il y a des lois dans certains États qui obligent ça. Alors d'aujourd'hui, pourquoi il y a des moyens pour que ces personnes en situation de handicap puissent, en plus quand les paroles sont aussi intéressantes que les chansons comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça te force à avoir des textes magnifiques en plus. Alors mais voilà, nous, il se trouve qu'on l'a fait sur certaines dates. Et on s'est dit, avec les personnes qui sont les spécialistes, on n'est pas les spécialistes, aujourd'hui, pourquoi en France, personne ne le fait? Ce n'est pas quelques festivals qui le font, c'est personne ne le fait. Alors d'aujourd'hui, quand tu vois les énormes festivals comme les Francopholies de La Rochelle, je ne vais pas citer de nom, c'est nul, des gros festivals, aujourd'hui, qui génèrent aujourd'hui des plateaux devant 12 000 personnes, ils pourraient très bien adopter ce principe de signer les concerts. Ce qui permettrait d'avoir des concerts inclusifs, c'est de dire tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. C'est les sourds et les malentendants. Les sourds et malentendants, ça représente quoi? En termes de pourcentage, rien. Ça représente, même pas 1% du public qui va venir se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir des sensations, mais qu'il n'y aura pas cette attention qui sera portée à leur égard. Si on porte cette attention à leur égard, on se rend compte que cette communauté viendra vachement plus au concert. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous, on essaye de faire signer les concerts. Là, sur la tournée de festival qui s'est annulée l'année dernière, on avait commencé à contacter certains festivals en leur disant « Vous n'avez rien à faire, nous, on vient avec les personnes. On vient avec les personnes, on vient avec le système. » Quand je dis le système, c'est qu'il y a un système, c'est qu'il faut un système à part de la retransmission, où tu filmes la personne qui va filmer, tu l'insères, ensuite, nous, on vient avec le système, vous avez qu'à dire oui. Voilà. Mais après… Alors nous, on le fait parce qu'on est persuadé qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut que quelqu'un montre l'exemple et le fasse. Alors après, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes de coût. Parce que la tournée, ça a un coût, que du coup, tu prends quand même une personne ne peut pas signer un concert en entier qui dure 1h30, donc il faut 2 personnes pour signer. Ces personnes, elles ont un travail de traduction, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un coût. Donc, ce qu'il faut, si on veut développer ça, c'est tirer la sonnette d'alarme, montrer l'exemple au festival et aussi aller sonner à la porte des portes beaucoup plus étatiques, ministérielles, pour avoir des subventions, pour que les festivals aujourd'hui puissent avoir… voilà. Donc, il y a toute une espèce de dynamique comme ça à créer. Et voilà. Et nous, on se dit, alors on est accompagné par des personnes, on se dit, tiens, on va essayer de jouer cette carte-là parce qu'on a envie que les concerts soient inclusifs. Alors là, j'en ai parlé. J'arrête, vous avez vu comment je suis bavard. Je parle de concerts par rapport aux sourds et malentendants, mais par rapport, par exemple, aux aveugles ou aux autistes. Il y a plein aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des gilets aujourd'hui qu'on peut mettre sur soi, qui sont des gilets qui vont nous permettre de sentir les vibrations du concert. Donc, on aura des sensations. Tu sais, c'est comme la personne qui perd le goût et l'odorat à cause du Covid. C'est mon cas actuellement. J'ai plus le goût, j'ai plus l'odorat, mais je garde le piquant. Je garde quand même les textures. Et du coup, la texture devient un véritable plaisir. Il faut s'imaginer qu'une personne en termes de handicap, c'est pareil. Elle peut profiter d'un concert sans avoir le goût, sans avoir l'odeur, mais elle peut vivre des sensations. Et aujourd'hui, la technologie et la science nous permettent d'avoir ces sensations, soit par des colonnes, des espèces de colonnes qui font des vibrations. Ça paraît complètement ouf ce que je raconte, parce que nous, c'est pas notre vie, on n'est pas en situation de handicap. Mais quand tu as, non, mais même nous en concert, on ressent quand les basses vibrent, on exactement. A les vibres avec. Et voilà, et toutes ces techniques, elles existent. Il suffit juste de les démocratiser pour que ces communautés puissent y accéder et pour que les festivals mettent ça à leur disposition. Franchement, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Le problème, c'est qu'il faut juste prendre le truc un peu, le taureau par les cornes, et puis s'y atteler,
Et puis dire, voilà, au début, ça va nous coûter de l'argent parce que forcément, on n'aura pas de subvention. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la marge peut devenir la norme. Je suis persuadé que sur ce thème-là, la marge peut devenir la norme. On en reparle dans, allez, une petite dizaine d'années. Mais c'est sûr, il faut toujours un pionnier, il faut toujours quelqu'un qui va et qui montre l'exemple. Nous, on croit de toutes les façons beaucoup à l'inspiration par l'exemple, d'une façon générale. C'est aussi pour ça qu'on essaye de parler de toutes ces initiatives nouvelles qui se mettent en place. C'est parce qu'on en entend parler, on se dit, voilà, ça doit se faire. Donc, très bien. On passe un message à tous les tourneurs qui nous regardent. Ouais, mais bien sûr, évidemment, les programmateurs de festivals, les directeurs de festivals, bien sûr. Et vous avez aussi pour vocation de compenser les émissions du coup de la prochaine tournée avec la fondation Good Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire que tu peux compenser tes émissions de CO2, mais même à titre personnel, c'est-à-dire que nous, on le fait à titre professionnel, c'est dans le cadre de notre profession, dans le cadre de notre tournée. Tu peux le faire aussi quand tu prends l'avion, tu peux le faire aussi toi, par rapport aux différents déplacements que tu peux avoir. C'est très simple. En gros, tu donnes tes déplacements, et ça, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais bon, je connais le sujet. En gros, tu compenses, tu fais le calcul de tout ce que tu as émis, et en fait, tu l'envoies à la Fondation Good Planet, et c'est un chèque, hein. C'est tout simplement ça. Et en fait, Good Planet, eux, à travers différents projets responsables, écologiques, s'occupent de réinvestir cet argent-là. Mais nous, on le fait avec Trio, dans le cas des tournées, mais je le répète, chacun peut le faire sur des voyages, etc. Alors après, voilà, c'est un sujet extrêmement délicat parce que du coup, on peut dire, génial, je peux partir à l'autre bout du monde, je peux faire ce que je veux parce que du coup, je compense mes émissions de CO2 parce que je fais un chèque à la fin. Voilà. Bon, après, à l'heure d'aujourd'hui, la Fondation Good Planet, c'est elle qui a, je ne vais pas dire, je ne vais pas employer le mot qui a la main mise là-dessus, mais qui gère ça et qui le gère très, très bien. Et qui le gère pour beaucoup de boîtes, etc. Donc nous, voilà, pour l'instant, on travaille avec eux en attendant peut-être de trouver d'autres boîtes indépendantes qui peuvent, redistribuer finalement l'argent que tu peux injecter dans différents projets. Mais nous, on le fait avec Good Planet, au même titre qu'un particulier peut le faire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pas l'un ou l'autre, c'est qu'on peut faire les deux, c'est agir sur évidemment l'émission de gaz à effet de serre en limitant au maximum les actions qui ont un impact négatif, en donnant aussi un peu des directives du coup à toutes les personnes à qui vous travaillez. Je sais que vous avez fait des documents pour dire les impressions d'affiches c'est tant, donc si on en imprime, que ce soit fait à bon escient finalement. Donc il faut un peu des règles de bonne conduite et puis tout ce qu'on ne peut pas limiter, parce que ce qu'on disait, un concert ça a forcément un impact carbone, d'essayer de trouver d'autres solutions pour compenser. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai envie de dire, il ne faut aussi pas être dans la culpabilité. Aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, aujourd'hui, l'homme par son activité et nous par la musique, on pollue. C'est simple. Alors, on a un but, on a un objectif, c'est d'essayer de bouger les lignes, de bouger par notre comportement, par les mesures qu'on peut prendre. C'est sûr de faire bouger les lignes, mais ça reste polluant et ça le restera encore pendant de nombreuses années. Soyons clairs. Parce qu'après, nous, on en voit tu vois, les extrémistes de l'écologie qui regardent notre tourbus devant la salle, tu vois, en disant bravo les gars, quoi. Ou notre semi-remorque, parce qu'on a un semi-remorque, qui voyage pour transporter le matos. Sans ça, c'est pas viable. On a essayé, on a testé, on s'est pris la tête pour savoir comment on pouvait aller au plus bas. Mais alors au plus bas on peut, mais non totalement, c'est pas possible. Donc il ne faut pas s'empêcher de faire des choses. Voilà, c'est ça, je veux dire. Il ne faut pas s'empêcher de faire des choses sous prétexte qu'on n'est pas arrivé à notre objectif final, totalement. Il faut juste se poser des questions et puis les faire avec la conscience qui va avec. Tout à fait. Et alors, parlez-nous de votre dernière petite production gourmande, parce que Trio est producteur de miel. Ah oui. Alors, Trio producteur de miel, c'est beaucoup dire, non, mais disons qu'on a un ami qui est apiculteur, qui est un ami très très proche. Et voilà, donc du coup, il a toutes ces ruches et il nous a dédié des ruches avec Trio. Donc c'est une petite, c'est une petite cuvée de miel qui a lieu chaque année, qui a un miel qui est magnifique. Mais on n'en fait pas des quantités suffisantes pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Notamment, on ne peut pas vendre ce miel-là
parce qu'on n'a pas de D'accord. quantité suffisante, tout simplement. Par contre, c'est notre cadeau préféré, c'est-à-dire que quand on va, tu sais, quand on va dans des salles de concert ou quand on rencontre d'autres artistes, voilà, il y en a qui arrivent avec des t-shirts, il y en a qui arrivent avec, voilà. Bon, bah, nous, on arrive avec notre miel. C'est Donc, génial. notre miel, Il n'y a pas voilà. beaucoup qui arrivent avec leur pot de miel pour le coup. Et ben voilà, bah, nous, on arrive avec notre pot de miel, donc voilà, il y a plein d'artistes. Ces dernières années, voilà, qui nous laissent des messages. Oh, ton miel, il est trop bon. Voilà. Et comme on fréquente beaucoup de chanteurs à la voix cassée, et ben notre miel leur fait du bien. Voilà, on va dire ça. Miel, le chanteur. Et c'est un miel bio. Et voilà. Mais c'est marrant parce qu'on a énormément de demandes. Parce que les gens, comment dire, à qui on en offre, du coup, le mettre sur Instagram ou ceci. Enfin, tu vois, donc du coup, il y a le miel trio. Donc il y a pas mal de demandes. Je dis comment on peut avoir le miel, comment on peut avoir le miel. Mais hélas, la production n'est pas assez grande pour pouvoir en faire profiter. Mais on en fait gagner quand même, tu vois, on en fait gagner de temps en temps sur les sites. Non, mais c'est sympa. Et puis, il y a aussi, c'est toujours un peu un engagement, parce qu'on sait aussi que les abeilles, c'est un grand sujet aujourd'hui sur la préservation de la biodiversité. Donc là, c'est pareil, ça envoie encore un message. Tout à fait. Merci Christophe pour tout ça. Une petite question, on va passer aux quelques questions que les créateurs nous ont envoyées. Si toi, tu devais faire passer un message justement à tous ces artistes, tous ces créateurs qui viennent d'univers artistiques assez variés sur la possibilité de s'engager et le rôle qu'ils peuvent jouer, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah oui, par rapport à l'engagement, tu veux dire, par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux dire? Que tout reste à inventer, que tout reste possible. Voilà. Que même si les choses n'avancent pas assez vite, les choses, elles avancent. Ça, c'est sûr. Nous, on en est témoins depuis 25 ans dans ce milieu-là. Les choses, elles ont énormément évolué. Donc, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Et puis, il ne faut pas culpabiliser aussi. C'est vachement important. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport aux déceptions qu'on peut avoir dans ce milieu notamment et dans le milieu artistique en général. Et vivre ses rêves à fond. Et vivre ses rêves à fond. Et croire en ce qu'on fait. Et savoir qu'on va tomber plein de fois, mais qu'il va falloir se relever et y croire et y croire. Et voilà. Et puis ça marchera. Au final, ça marchera. Puis finalement, les actions entreprises quelques années auparavant, aujourd'hui, trouvent un écho. C'est clair, voilà. Évidemment. Mais tout dans l'écho. Et puis, non, mais quand je dis vivre ses rêves, c'est ça. C'est-à-dire que, genre, nous, il y a 25 ans, encore une fois, on nous prenait pour des gros babas cool. Et puis uniquement pour ça. Voilà, les choses, elles ont évolué avec le temps. Et puis nous, voilà, notre engagement, il a, enfin, comment dire, nos valeurs, elles sont toujours là. On les a chevillées au corps. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vivre ses rêves pleinement, à fond. C'est le plus beau des messages. Alors, je vais prendre quelques questions. On a une question de Lucie qui nous parle, pour revenir sur les messages des chansons, qui demande est-ce que finalement c'est le rap aujourd'hui qui a pris la place un petit peu pour passer des messages politiques, et est-ce qu'on estime du coup en parallèle que la chanson doit être un petit peu plus sage et moins en position? Alors, c'est une très très bonne question. Oui, alors le rap, oui, le rap a repris un petit peu le flambeau. Après, le rap peut très très facilement se perdre dans la gestion de la personne. Tu vois ce que je veux dire, le côté extrêmement auto-centré du rap, qui quand même est des fois dans le discours, dans la manière de communiquer, est quand même très très loin de l'engagement de ce qu'on peut avoir. Moi, c'est ce qui peut me déranger un petit peu dans le hip-hop. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a en effet une espèce de parole un peu coup de gueule, un peu coup de poing, et c'est ce qu'on va retrouver dans le hip-hop. Alors, il y a un hip-hop un peu mainstream, celui qui va passer à la radio, qui est quand même très très calibré, quand même, qui, au niveau de l'engagement, ça dépasse pas trop, mais qui permet en effet aux artistes, dans le cadre d'un album, on a aussi comment dire, toute la scène hip-hop indépendante, où là, ça booste à mort, etc. Alors après, la chanson, du coup, parallèlement à ça, d'imaginer la chanson un petit peu plus sage, c'est assez vrai. C'est assez vrai, ça je pense que c'est vachement dû, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vachement dû aux médias. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les médias ne veulent prendre aucun risque, zéro risque. Ils veulent aucune chanson clivante, rien du tout. Donc nous, on le sait, voilà. Donc ça, c'est dû aux médias qui fait que les artistes sont obligés de prendre le pli. Ça, c'est comme ça. Et en même temps, moi, je ne désespère pas, c'est mon côté toujours très optimiste. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il faut rappeler que la chanson
qu'en France, on a cette tradition de la chanson extrêmement engagée. Pour parler du chant des partisans, pour parler du temps des cerises, pour parler des vieilles chansons, pour parler de Léo Ferré, pour parler de Brassens, etc. Donc moi, je suis persuadé que c'est quelque chose qui revient et qui va revenir. Voilà. Et si on met à part tous les médias dans la scène alternative à l'heure d'aujourd'hui, dans la chanson, il y a beaucoup de choses qui sont dites et la chanson est beaucoup plus rugueuse qu'est-ce qu'on peut croire. Voilà. Mais cycle aussi, ça va, ça vient. Bah oui, ça c'est sûr, c'est des cycles, voilà. Mais donc voilà, donc le hip-hop a pris les rênes, oui, mais pas que. Après, c'est simple. Aujourd'hui, le rap, ça va au-delà de l'engagement. C'est dans le rap qu'on réinvente le plus et qu'on s'amuse le plus avec la langue française, clairement. Alors d'aujourd'hui, voilà, c'est là où il y a le plus de création. Moi, je suis toujours subjugué par. On invente des mots. Ouais. Comment ? On invente des mots. Ouais, non, mais c'est ça. Mais une langue, ce qui est génial, c'est que la langue, elle est là pour évoluer aussi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dans le hip-hop que tu vas trouver aujourd'hui le plus de créativité par rapport à l'utilisation de la langue, etc. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est indéniable. Voilà. Après, sur l'engagement, oui, on peut citer des artistes, etc. Mais ça passe jamais en radio. Hein. Je suis désolé de le dire, de revenir tout le temps là-dessus. Mais hélas, on peut dire moins de choses. Il faut se débrouiller un peu autrement. On a une question de Julien qui a monté une association pour récupérer les consommables des tournées et les envoyer aux enfants d'Afrique et qui demande ce que vous faites vous pour recycler les consommables sur la tournée. Est-ce que tu saurais le dire? Alors c'est pareil, ça dépend des consommables. Je sais, j'aurais dû bosser mon sujet. Je sais qu'il y a des consommables qui sont filés à une association qui travaille avec les écoles. etc. Et avec de différentes associations dans les quartiers. Je sais qu'il y a une partie des consommables chez Trio qui sont envoyés. Et après, il y a beaucoup de consommables qui sont recyclés, qui repartent aussi dans le circuit. Il se trouve que nous, on a un endorsement. Je ne vais pas citer la marque parce que voilà, on n'est pas là pour ça, mais on a un endorsement et je sais qu'ils récupèrent énormément de consommables dû à ça. Après, les plus gros consommables pour nous, ça va être quoi? Ça va être, franchement, le plus gros problème sur les tournées, c'est les piles. Hein. Que les choses soient très très claires. Tu vois, les cordes de guitare, ok, mais tu vois, donc ça, on les récupère, bien sûr, elles sont recyclées. Mais le plus gros problème, c'est les piles, parce que vous imaginez même pas, quand tu es 5, 6 sur scène, plus les mecs au retour, tous les mecs au plateau, etc., tout le monde en ear monitor. Donc, ear monitor, c'est les boîtiers. Il ne faut pas que le boîtier il tombe en panne pendant le concert. Donc, il faut que la pile soit changée, elle soit neuve, tous les débuts du concert. Sur les balances, alors, d'accord, tu peux la finir sur les balances le lendemain. Mais tous les jours, quand tu as, je te compte, en festival, allez, 45 dates, sur une tournée entière, tu dois avoir 300, allez, on va dire, 250 dates. Tu fais le calcul, hein, c'est complètement délirant. Ça fait 1700, hein, c'est ce que disait votre bilan. Ouais, non, mais c'est un vrai problème. Le coût des piles, c'est un vrai problème. Donc, nous, on a opté pour les piles rechargeables. Voilà, mais après, c'est là, il faut avoir le temps. Quand tu arrives en festival, ça faut que tu sois vraiment équipé, il faut que tu aies tes recharges, tes machins. Les gens te prennent pour des tarés parce que du coup, tu as des multiprises avec des trucs qui chargent pendant toute la journée. C'est assez basique, mais ça se fait quand même de plus en plus. Donc, les choses sont... Après, oui, au fil à des associations, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on fait et qui se fait énormément et que tout le monde peut faire. Voilà, je pense à ça là. Et je lis, comment ça s'appelle, lui? Recycle Drums. C'est ça, hein, c'est le Julien dont tu me parles. Exactement. Je vais regarder ça. On t'enverra si besoin. Et une dernière petite question, on l'a abordée un petit peu, mais on demande donc, vous avez plein d'amis d'artistes. Et est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce qu'on vous pose des questions aussi au niveau des artistes sur votre engagement pour essayer... Est-ce que vous sentez que des artistes se renseignent pour essayer de faire changer les choses de leur côté? Écoute, oui, on en parle. Oui, on en parle, puisque par exemple, quand on a commencé à demander à différents artistes de la jeune génération, Claudio Capéo, Big Flo, Olivier, tout ça, de venir jouer sur l'hymne de nos campagnes, c'était pas quelque chose, comment dire, on les a pas appelés pour ça, on les a appelés pour faire un morceau en duo, et après, on leur a proposé de faire l'hymne. Pour eux, c'était vraiment une évidence. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, pour eux, même, ils nous disaient, des gens comme Claudio Capéo et tout, ils nous disaient, moi, fait partie de mon ADN, dans le sens où même mon envie de m'engager, ma manière de gérer la musique, etc., c'est vous qui m'avez montré la voie. Donc ça, c'est super, on en parle. C'est beaucoup dans ce rapport-là, quand même, je ne vais pas le cacher, de côté grand frère, avec tu vois, des jeunes artistes qui viennent voilà, l'exemple dont tu parlais tout à l'heure, en disant, voilà, les gens ils dire, en disant, vous m'avez servi d'exemple, etc. Donc pour nous, donc forcément, on en parle, etc. Actuellement,
actuellement, je t'avoue que la chose dont on parle le plus avec les artistes, c'est plus par rapport à la prise d'indépendance de Trio, pour être très franc. C'est-à-dire que le fait que Trio soit devenu totalement indépendant, le fait qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui gérions notre distribution, que nous fassions plus appel à des maisons de disques, ça intrigue énormément. Ça intrigue énormément de jeunes artistes, voilà, qui viennent nous voir, qui nous posent des questions, parce qu'ils se disent « Ouais, mais attendez, ces trios, ils le font, pourquoi moi je suis encore en maison de disque ?» Alors que voilà, c'est vrai, quand on rencontre des artistes comme Vianney, quand on rencontre des artistes comme Boulevard Désert, qui sont des jeunes artistes, qui ont toute la vie, une immense carrière devant eux, voilà, tu as envie de leur dire, mais à un moment donné, tu sais que, voilà, on sait que comment dire, mais les artistes le savent. On sait que, comment dire, il y a une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de gérer, comment dire, l'industrie de la musique. Elle va changer, elle va évoluer. C'est évident. Elle évolue déjà depuis 10 ans, mais ce n'est effectivement que le début. Voilà. Donc, à un moment, il y a un nouveau système, une nouvelle manière il faut la penser. Et les artistes sont vachement, comment dire, ouverts à ça. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à sauter le pas? Je ne sais pas. Ils ont plutôt envie de voir comment Trio va s'en sortir et puis voir si c'est viable derrière. Donc, nous, on est là pour leur dire oui, c'est viable. Même si le dernier album en distribution, c'est XXV, l'album des 25 ans. C'est horrible. C'est la première fois qu'on était indépendant par rapport à notre musique. Et l'album est sorti. Confinement 2 semaines après, on était dégoûtés parce qu'on avait énormément investi et que c'était hyper important pour nous. Voilà, c'est les règles du jeu. Mais voilà. Mais c'est la maison de disque ou pas maison de disque ouais. Oui, mais la maison de disque, elle a des actionnaires derrière, tu vois, quand tu as investi pour. Voilà, nous, il n'y a personne. C'était quand même plus délicat. Voilà. Et par rapport à l'engagement, oui. Franchement, après, ce l'engagement en général, ça fait partie de nos discussions parce que ça fait partie de notre vie et que voilà, quand on parle avec des artistes, et voilà, qu'après une séance de studio, quand on parle ensemble, etc., forcément, ces sujets arrivent sur la table. Bon, mais on va conclure avec cette belle conclusion. On rappelle vraiment merci de servir d'exemple avec Trio depuis 25 ans. Merci de donner envie aux jeunes artistes et aux moins jeunes aussi juste de se poser des questions, de remettre en cause peut-être les façons de faire traditionnelles, de montrer que c'est possible finalement de passer des messages au travers des chansons, peut-être en dansant un peu sur 2 pieds, l'un plus officiel, l'autre plus direct avec le public. Mais vous faites bouger les choses à votre façon depuis 25 ans, donc merci pour ça. Eh ben, de rien. Merci pour ton témoignage, Christophe, qui est super inspirant. Et merci à vous, merci à la Fabrique des Récits, et puis voilà, merci à tous les participants derrière leur écran. Et à très bientôt pour la suite. On vous retrouve, on espère, on croise les doigts très fort à partir de la fin juin, du coup, sur les routes. Exactement. Fin juin en concert et sur les réseaux à partir de mi-avril. On prépare ça. Le nouvel album qu'on suivra avec attention. Et puis, on suivra aussi toute cette partie de concerts inclusifs. Vous allez voir, parce que ça va être au-delà des concerts. Le premier clip de Trio, là, il sort là. On est en train de travailler en ce moment sur la traduction en langue des signes. Oui, parce que sur les concerts, oui, mais sur les clips aussi. Donc là, on est en train de préparer ça. Voilà. Petite exclusivité pour vous, cher public de la Fabrique des Récits. On en saura plus d'ici peu. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Caroline. Rendez-vous à tous le 3 mai pour le prochain événement de la Fabrique des Récits, qui sera un atelier de réflexion sur la prospective et la culture, de comment est-ce que l'art et la culture peuvent nous aider à aller vers de nouveaux imaginaires. On en a parlé un petit peu ce soir pour la musique. On en parlera avec l'Institut des Futurs Souhaitables le 3 mai à 18h30. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite. Merci à vous.